Les amis, bonjour, bienvenue sur Aki Télé. Nous sommes dans un lieu absolument prestigieux pour cette énième représentation des rencontres de Christophe. Nous sommes au domaine de Rabat, avec un catalogue absolument exceptionnel, millésimes, des lieux prestigieux comme celui-là. Et pourquoi sommes-nous aujourd'hui dans ce lieu? Tout simplement pour accueillir quelqu'un que nous adorons sur Aki Télé, que nous avions reçu au mois de juin dernier. C'était le jour de la fête nationale du Portugal, vous ne pouvez pas le croire. C'est José Cruz qu'on salue de nouveau. Bonjour, hola. Hola, ¿qué tal? Tout va bien, merci beaucoup de m'accueillir à nouveau sur Aki Télé. C'est un bonheur, c'est un plaisir de revenir ici. Ah oui. En plus, on a de la chance, il fait super beau. Alors nous étions sur les bords de la Garonne pour cet entretien au mois de juin dernier. J'ai juste envie de dire à nos amis téléspectateurs que nous ne recevons que des stars désormais sur Aki Télé. Au mois d'avril, nous devrions avoir, les amis, rendez-vous compte, Ahmed Silla en personne qui passe au Femina le 12 et le 13 avril. Je suis en train de négocier un rapide entretien avec Ahmed Silla que nous vous diffuserons. Et nous aurons aussi, ça je le sais depuis hier, quelqu'un que vous adorez dans le domaine du foot qui s'appelle Steve Savidan, ancien international, ancien joueur de Valenciennes et de Caen, qui est aujourd'hui installé dans la région de Bordeaux. Et donc, nous avons, José Cruz, je disais, que des stars. Alors, hier, José, nous avons assisté à ton spectacle au domaine de Rabat, complet pour les 3 dates que tu fais ici. C'est-à-dire, hier, nous étions le 17 février. Samedi, le 16 février, exact. Ce soir, samedi 17, c'est complet. Et dimanche 18, c'est complet. Et tu as même une date en prévision, me semble-t-il, le 12 avril 2025, dans un endroit que je connais bien, le Théâtre Trianon, qui appartient à Xavier Vuitton. C'est le succès absolu pour toi désormais. Ça fait plaisir déjà de venir jouer et d'être complet 2 mois à l'avance. On devait jouer que vendredi, je devais jouer que vendredi et samedi. Comme on était complet, on a rajouté une 3e date, le dimanche après-midi, 15h en matinée. Puis là aussi, toutes les places sont parties rapidement, donc ça fait 3 dates, 3 complets. C'est juste génial avec toute l'équipe de l'ATN, du domaine de Rabat, de jouer dans ce lieu magnifique qui est chargé d'histoire. Il ne faut pas oublier que le domaine de Rabat vient de la famille, a été créé par la famille Rabat, qui est originaire en plus de la terre de mon père au Portugal, Bragança. C'était des immigrés portugais qui se sont installés dans la région bordelaise. Et jouer dans ce lieu prestigieux, avoir ses origines aussi en commun et de faire 3 complets dans le ciné-théâtre du domaine, c'est juste génial. Et puis du coup, voilà, on ouvre une 4e date, cette fois-ci au Trianon, 250 places. Les billets sont déjà en vente. C'est incroyable. C'est déjà incroyable, parce qu'un an à l'avance d'avoir déjà plein de ventes. Donc on est parti pour faire une très belle salle aussi. Puis voilà, c'est dans la continuité du travail, de l'évolution. Et puis j'espère du coup revenir encore et aller dans encore plus grand que le Trianon. Tu es tout à fait représentatif, j'allais dire, de tes compatriotes. Alors, franco-portugais tu es, compatriote... Né en France, français, d'origine portugaise, attaché à ses racines. Mais c'est ça le portugais, Voilà, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui remet l'ouvrage sur le métier. Tu es issu d'un milieu modeste, tu le racontes, on va bien sûr le raconter dans ton spectacle, qui m'a fait à la fois sourire et un petit peu pleurer, parce qu'évidemment, moi aussi, fils d'immigrés portugais, évidemment, à l'évocation de ton père, de ta mère, des gens qui pour moi sont aujourd'hui disparus. C'était beaucoup d'émotions que de t'écouter hier, je te le cache pas. Mais bon, c'était déjà l'émotion la première fois que j'avais entendu ton spectacle hier. Bon, j'ai souri, j'ai un peu pleuré, mais je pense que je n'ai pas été le seul. Mais ce fils d'immigré portugais qui raconte son aventure, est-ce que tes parents sont en vie d'abord aujourd'hui? Oui, mes parents sont toujours en vie, ils sont pas encore. Qu'est-ce qu'ils en disent de ce spectacle? Ils sont pas encore venus le voir, parce que sinon je devrais leur payer des droits d'auteur. Donc je leur dis qu'ils se pressent pas, et je les prépare petit à petit à cette histoire que je raconte. Ils savent que j'en parle, que je raconte cette histoire du spectacle. Lorsque je dis du spectacle, il m'a fallu 40 ans pour demander à mon père comment il a traversé la frontière, l'Espagne. C'est vrai, c'est quelque chose qui est arrivé très récemment. Il m'a fallu 40 ans pour poser cette question, pour vraiment aller au fond des choses, savoir. Donc c'est un spectacle, comme je le dis, sur lequel je travaille depuis très longtemps, et qui en fait, les premiers one-man shows n'étaient que des étapes, des marches pour finalement arriver à celui-ci. Et je pense que vraiment celui-ci, c'est le spectacle que je portais en moi depuis une dizaine d'années. C'était les préalables indispensables. Voilà, tu pouvais pas raconter ça d'emblée. Non. Il fallait d'abord aussi, comme je le dis dans le spectacle, que je devienne aussi papa. Chose faite aussi enfin.
Et du coup, bah voilà, comme je le dis dans le spectacle, j'ai les deux points de vue. Maintenant, je peux parler de la génération de mon père qui est arrivé, donc qui correspond aussi à la génération de tes parents apparemment. Bien sûr. Je peux parler de la génération que je représente moi, c'est-à-dire première génération née en Ils France. sont un petit peu plus anciens, mes parents. Si mon père était en vie aujourd'hui, il aurait plus de 100 ans. Donc tu vois, lui, il a connu les années 30. Mais il fait partie de la première génération oui. arrivée en France, voilà, comme Oui. mes parents. Oui. Et je pense que c'est là où la vraie différence se fait. C'est pas tant dans l'âge, c'est la première génération qui vient Ouais. doit s'implanter. La deuxième, c'est-à-dire celle comme nous, qui par exemple naît déjà ici, a déjà un pied dans l'intégration Ouais. en naissant. Et puis après, il y a la troisième génération, celle de nos enfants, tu as des enfants aussi, Bien sûr. qui, elle, est complètement déjà intégrée. Elle, à la limite... Et qui ne parle plus la langue. Ça, elle, c'est à un la problème. limite, le pas qu'elle devra faire, c'est non pas vers la France, Ouais. mais c'est vers le Portugal. Et donc voilà, comme j'avais ces trois générations maintenant que je porte en moi, que je côtoie au quotidien, j'étais capable d'écrire ce spectacle et je suis heureux de voir que du coup, c'est le spectacle qui remporte un assez franc succès et que voilà, partout où on aille, que ce soit ici à Talence, dans le Nord, à Lille, à Clermont-Ferrand, les dates sont déjà pleines, la salle fait 110 places. Il y a tellement de Portugais à Clermont. Voilà, donc je suis super content et du coup, je suis d'autant plus content de revenir déjà dans un an, de savoir qu'on va revenir dans un an dans cette belle salle aussi et que l'aventure va continuer et que ce spectacle, je pense qu'il est parti pour une belle tournée aussi bien cette année déjà que l'année prochaine. Alors, il y a tous les poncifs dans ton spectacle, mais paradoxalement, le moment qui était peut-être le plus émouvant, c'est ce que tu dis à la fin, c'est cette fuite du Portugal qui est un peu comparable à celle qu'a connue mon père ou ma mère pendant la guerre civile espagnole, où ils sont partis, ils ont tout laissé sur place. Alors lui, il n'a pas tout laissé sur place, il a laissé ton père, il a laissé, si j'ai bien compris, ta mère derrière, qui ensuite a rejoint la famille. Il passe un peu. En tout cas, c'est ce que j'avais compris. En tout cas, il passe en catimini la frontière. Voilà. Il se retrouve en Hendaye. Alors, c'est marrant parce que tu sais, Hendaye, toi qui es un peu passionné d'histoire aussi, c'était, tu sais, pendant la Seconde Guerre mondiale, la rencontre entre Franco et Hitler. C'est un lieu symbolique à la frontière. Hendaye, hein, c'est pas loin de Bordeaux. Alors, beaucoup de Portugais ensuite se sont arrêtés à Bordeaux pour pas partir trop loin du Portugal. Toi, ton père, il est monté dans la région parisienne et comme tous les Portugais, il a été accueilli par un membre de sa famille qui est arrivé en premier. Voilà, exactement. Peut-être un jour, je raconterai peut-être l'histoire aussi des premiers. C'est un projet sur lequel je travaille, mais mon père, en effet, fait partie des gens qui sont venus parce que quelqu'un était déjà venu et leur avait dit, comme je dis dans le spectacle, viens, ici c'est meilleur, ici on a un avenir. C'est dur, mais on a un avenir. Mon père travaillait au Portugal, il avait un job, il ne faisait pas partie des gens qui n'avaient vraiment rien. Mais le job qu'il avait, il était chauffeur d'autobus. Très mal payé, j'imagine. Oui, il y avait pas d'avenir, il y avait pas de... Même quand on avait un travail dans l'intérieur des terres au Portugal, dans les régions de Trás-os-Montes... C'était pire. On ne peut pas dire qu'on avait un bel avenir devant soi. Alors, il avait un oncle qui était... Son frère qui était déjà... J'avais un oncle, son frère qui était déjà venu et qui lui a dit quelques semaines avant, il a dit, écoute, viens, ici, il y a du travail. Et puis surtout, il y a la liberté. Au Portugal, il n'y avait pas la liberté, c'est vrai. Au Portugal, on l'oublie trop souvent. La dictature a été présente jusqu'à... Il faut peut-être te rappeler pour nos jeunes amis, qu'est-ce que c'était que la dictature au Portugal? C'était Salazar. C'était l'interdiction de penser différemment. Ouais. C'est la plus longue dictature d'Europe. Ouais. Et mais une dictature très différente de celle de Franco, pas spécialement basée de façon peut-être exagérée sur la religion. C'était quelqu'un qui voyageait très peu, Salazar. C'est quelqu'un qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'a pas favorisé l'immigration. Il a favorisé l'immigration dans les terres coloniales au Mozambique et en Angola, mais je crois qu'il n'était pas favorable à l'immigration massive vers la France. Et c'est la raison pour laquelle ton papa est peut-être parti en catimini. Est-ce que je me trompe? 69, après, tu avais dit. Donc c'est s'interroger des historiens, mais en gros, une dictature, les dictatures, comme toutes les dictatures, elles sont basées sur le fait que on impose une loi, on impose une histoire, et les dictateurs cherchent à ce que les populations adhèrent à cette histoire, au discours. Comme toutes les dictatures, il a favorisé un entourage, même si on n'en parle pas beaucoup, qui s'est enrichi, qui s'est approprié des terres, qui s'est approprié des pouvoirs. Et du coup, tout cela se fait à chaque fois au détriment de qui? De la population, du peuple. Et mon père est né dans une région qui est Trás-os-Montes. Oui. Trás-os-Montes, c'est la région la plus, si on devait dire une des régions les plus difficiles d'accès. Trás-os-Montes, ça veut dire derrière les montagnes, derrière les collines. Rappelle-moi le nom de ce village que j'ai appris hier. Paramio, Paramio, proche de Bragança, 25 habitants l'année, 2 500 000 au mois d'août. Ouais, c'est ça, ils reviennent tous au mois d'août, les Portugais. Voilà, et du coup, c'est dans ces lieux-là, il n'y avait
il n'y avait quasiment pas d'avenir. Bragança, quand on dit que c'était la capitale de Trás-os-Montes, la grande ville de Trás-os-Montes, ça reste une très petite ville. Donc voilà, cette dictature, faut pas oublier que y avait la police politique, la PIDE, qu'on ne savait pas à qui on pouvait faire confiance. Elle avait énormément de relais, elle avait énormément d'agents de renseignement qui parlaient, qui dénonçaient. On ne pouvait rien dire, pas avoir de discussion, pas avoir d'état d'esprit différent. Ce que j'expliquais hier lorsque je suis intervenu en arrivant ici dans une école à Bordeaux, on m'a demandé de faire une intervention sur la révolution des œillets. La première liberté qu'on vous enlève quand on est sous une dictature, c'est la liberté de penser différemment, d'avoir un avis. Bien sûr. Donc il y a plusieurs choses qui ont fait que les Portugais ont quitté le pays. C'est que voilà, la lutte contre la guerre, la lutte contre le rejet de la pauvreté, puisque du coup, il y avait les guerres coloniales. Tout le pouvoir économique du pays était concentré sur l'armée. Toutes les recettes, tout allait vers l'armée pour faire les guerres coloniales qui étaient vouées à l'échec, qui étaient une ignominie sans nom. Et une guerre qui était presque une guerre, je dirais, d'une autre époque, parce que la plupart des colonies africaines ont été décolonisées en 1960, alors que celles qui appartenaient au Portugal, à savoir l'Angola, vous aviez le Mozambique, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Si je ne m'abuse, c'est 74 ou 75. Donc il y a eu ce décalage de 15 ans entre l'émancipation, l'indépendance des colonies portugaises et l'indépendance des colonies africaines, françaises et anglaise. Et puis il y a cette grande difficulté encore aujourd'hui au Portugal de parler de cela, parce que j'avais rencontré un historien qui travaillait sur la décolonisation. Les archives s'ouvrent avec difficulté. Encore aujourd'hui, on a du mal à parler de la dictature au Portugal, on a du mal à parler de cette période. Et j'avais entendu dire il y a une quinzaine d'années, on avait fait un sondage pour savoir quel était l'homme le plus célèbre du Portugal sur le XXe siècle. Et bien, aussi curieux que ça puisse paraître, les Portugais avaient répondu Salazar. Ah, j'aurais répondu Cristiano Ronaldo, moi. Eh ben non, c'était Salazar, aussi curieux que ça puisse paraître. Alors, parce que Cristiano Ronaldo, il intervient après. Je te parle de cela il y a 15 ans. Ouais, mais Cristiano Ronaldo existait déjà avant de jouer. Bon, on va pas comparer Cristiano Ronaldo et Salazar, quand même. Non, voilà. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que c'est une dictature qui a été la plus longue d'Europe. Il a fallu une révolution, la révolution des œillets d'avril, 25 avril 1974, pour renverser. Et dans le programme du MFA, le mouvement des forces armées, il y avait en effet les 3D, développement, démocratisation et surtout décolonisation. Donc il a fallu attendre que ce mouvement s'implante, que la liberté revienne pour que ces 3D s'appliquent. Et dans ces 3D, il y avait la conscience qu'il fallait rendre aux populations de ces pays, ces populations originaires de ces pays, leur liberté, leur indépendance, et que c'était à eux de reprendre en main leur destin, et que ces terres devaient être en effet décolonisées et rendues aux habitants originaires de cette terre. Et c'est vrai que ça a mis longtemps à se mettre en place par rapport si on devait comparé à la France, simplement parce que la France était déjà en régime démocratique, avec tout ce que ça peut entraîner, des accords, des désaccords, des discussions. Le Portugal étant sous dictature, sous une chape de plomb, la discussion n'était pas possible. Et il a fallu attendre que Salazar soit vieillissant, puisqu'on l'oublie trop souvent, mais en 74, ça faisait déjà 69, je crois qu'il a une attaque cérébrale. Voilà, il était déjà plus au pouvoir. C'est Caetano qui est au pouvoir, pour terminer. Puis à un moment, le couvercle a sauté, et puis il y a eu la révolution. Alors écoute, ça va faire plaisir cet entretien à plein de gens qui vont nous écouter. Je salue. Après, encore une fois, je ne suis pas un historien. Ouais. Mais tu t'intéresses à l'histoire, je le sais. Ouais. Je vais saluer quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, qui va nous écouter, qui va nous regarder, qui s'appelle Manuel Dias, qui lui a monté ce comité. Comment s'appelle cet homme qui avait passé les Juifs? J'ai un trou de mémoire, ça y est. C'est Aristides Sousa Mendes. Aristides Sousa Mendes. Lui, il avait monté. À Bordeaux. Il a monté ce comité, Aristides Sousa Mendes. Donc, il va nous regarder et tout ce que nous disons, évidemment, va rappeler beaucoup de choses à tous les Portugais qui sont ici installés dans la région et un peu partout en France, parce que je sais que tu as des suiveurs un peu partout dans le pays. Alors, on va parler de ton spectacle à proprement parler, parce que bien sûr, là, on a été très sérieux, on a parlé d'histoire, c'est un petit peu normal. C'est un spectacle d'humour. Il y a de la culture et de l'humour. Et alors évidemment, il y a la fameuse BX qui m'a fait beaucoup rire, où on monte et on descend. On n'a pas filmé d'extrait de son spectacle, tu l'as pas souhaité. Bon, on a respecté absolument ton souhait. Et il y a tous les poncifs, quoi. Le départ au petit matin, le voyage interminable, les jeux dans la voiture, la sœur qui vomit, qu'est-ce qu'il y a encore, la playlist musicale. La playlist musicale, le père
père, bon, mais qui pète un câble. Qui pète un câble. La maman aussi, mais qui joue un petit peu les éléments modérateurs. Le lever matinal entre 4 et 5 heures du matin. Le voyage interminable, le voyage qui est toujours le même, le 1er août. Alors, quelle idée de partir le 1er août? On pourrait partir le 30 juillet ou le 2 août. Mais tous les Portugais partent le même jour, le même moment. J'ai connu ça. Se retrouvent dans les, comment tu dis, les embouteillages, comment on dit parce que les bouchons. Les bouchons, les bouchons, alias les bouchons français, mais en version portugaise. Ouais, d'accord. Et donc... c'est poncif, finalement, tu joues formidablement avec, tu fais rire, tu fais pleurer, je l'ai dit aussi, puisqu'il y a quand même un petit peu ce mélange, tu fais passer de l'émotion dans ce spectacle, et puis par-dessus tout, on reconnaît la patte José Cruz inimitable, le passionné, quoi. Le gars qui a envie de défendre ses couleurs, mais quelles sont tes couleurs, José, finalement? Tu es de tous les pays, toi? Les deux, moi, comme je dis, sans dévoiler tout le spectacle, mais je traite de ça. Ce spectacle, c'est aussi une ode à la double culture. Parce que, comme je dis dans le spectacle, je traite de la saudade. Et la saudade, souvent, les gens s'imaginent que c'est de la tristesse. La saudade n'est pas que tristesse. La saudade, c'est le yin et le yang, comme je dis dans le spectacle. C'est du positif, c'est du négatif, c'est de la joie, c'est des rires, c'est des larmes, c'est des pleurs. Mais c'est toujours les rires et l'espoir, le positif qui l'emporte. Parce que sinon, on s'arrêterait de vivre. Tu sais, la José, saudade, c'est une ode à poursuivre. Tu sais quel est le titre que je vais donner à notre entretien? Parce que je réfléchis à un titre. Et je l'ai trouvé. José Cruz, la saudade est magnifique. Voilà, parce que c'est contradictoire, parce que la saudade, c'est la tristesse, c'est la nostalgie, et toi, tu arrives à rendre heureuse cette saudade, qui est quand même intimement liée à la mentalité portugaise. C'est ça. Mais encore une fois, comme je dis dans le spectacle, c'est ça, la saudade n'est pas que tristesse. La saudade, c'est en fait, c'est de l'espoir. Je reprends l'histoire des marins, avec le marin qui part sur son bateau, la femme qui reste à quai sur le port, qui dit au revoir à son mari en pleurant, le marin qui la regarde, qui dit à sa femme « Adeus, até breve ». Yes, je vais pouvoir regarder tous les matchs de foot que je veux. Voilà, la saudade, c'est ça. On est triste de quitter quelqu'un, de laisser derrière soi ceux qu'on aime, mais on a l'espoir d'accomplir des belles choses, des grandes choses, obtenir une vie meilleure, comme l'ont fait nos parents. C'est pour ça qu'ils sont partis, ils ont eu la saudade du pays. Et puis après, quand on revient, on a la saudade de la France aussi. Alors, tu nous as rappelé aussi 2 finales de l'Euro. On est obligé de parler de foot quand on est portugais. Franchement, il y a toujours un petit peu de foot en nous, aussi bien chez toi que chez moi. 2 finales de l'Euro. Celle perdue en 2004 contre les Grecs, où on se voyait déjà en haut de l'affiche au Portugal, on se voyait déjà champion d'Europe. Cristiano avait, je pense, 19 ou 20 ans. Ouais, 18 ans et quelques. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai vu jouer son premier match en équipe du Portugal à Chaves, tout à fait. contre le Kazakhstan. Il venait de signer à Manchester United et j'ai été un des premiers à voir. Il y avait un petit stade de Chaves, je ne sais pas si tu connais. Tu dois connaître, c'est un tout petit stade. Ils sont en D1 portugaise, en Ligue 1, me semble-t-il, portugaise. Ils ne vont pas y rester. Et donc j'ai vu le premier match de Cristiano en se laissant. Je crois qu'ils ne vont pas rester parce qu'ils sont mal. Tu crois qu'ils vont rester? Ouais, parce que c'est la seule équipe de Trás-os-Montes. Ah, et oui, il n'y en a plus d'autres. Voilà, effectivement. Deportivo Chaves, voilà. Et donc, cet Euro 2004 qui se jouait chez vous, avec des beaux stades qui avaient été créés, et notamment celui du Minho de Braga, qui est un très beau stade que tu connais. Tout à fait, la défaite contre les Grecs, le but de Charistias, si mes souvenirs sont bons, ça veut dire le Christ chez les Grecs. Vous avez été battus par le Christ, vous les Portugais, vous vous rendez compte? Et bien évidemment, le contraire, 2016. Alors là, tous les Français et les Franco-Portugais ont pleuré. Moi, ma femme avait un sourire radieux quand je suis arrivé à la maison, et moi, je faisais une gueule d'enterrement. Voilà, avec le but, rappelle-moi de comment s'appelait ce faux frère, comment il s'appelait déjà? Le meilleur avant-centre du monde, Eder. Le meilleur avant-centre du monde pour l'éternité. Voilà, qui était revenu à Libourne quelques mois plus tard, qui avait battu Bergerac avec Lille, un but dans les arrêts de jeu. On a été doublement trahi dans la région par Eder. Alors 2016, 2016, ça a été la folie à Lisbonne. Hein. Un peu partout, 2004 c'était l'Euro que le Portugal organise, c'est la première fois qu'un grand événement sportif a lieu au Portugal comme ça, et ce qui est génial c'est que grâce à l'Euro, grâce au foot, enfin on a eu des autoroutes. Ça c'est génial. Je remercierai jamais assez le foot pour traverser tout le Portugal avec des autoroutes, puisque pour aller de stade en stade, il y avait l'obligation de construire des moyens d'accès. Et enfin, le Portugal s'était doté d'un réseau d'autoroutes digne de ce nom. Et pour nous, en vacances, ça a tout changé. Et c'est vrai que 2016, après 3 défaites en demi-finale contre la France, arrivé en finale contre la France au Stade de France,
le stade que nous-mêmes avions construit pour la France. Ah oui, mais vous avez tout construit pour la France. Voilà, il faut dire les c'était choses, génial quand même. finalement de gagner cette coupe et de la Ouais. soulever. Et puis en fait, voilà, c'était cette fameuse malédiction des. Chaque pays dans le football, comme ça, a sa bête noire. Et le Portugal, c'était la France. 3 demi-finales, 3 échecs. Il y a à chaque fois des super matchs. Des super matchs que je revois encore régulièrement sur YouTube. 84, et 2 générations incroyables. Il y a eu Chalana. 2000. Ouais, Chalana, qui a signé, je te le rappelle, à Bordeaux, Voilà. par la suite. C'était une génération incroyable des deux côtés. Et ça se jouait à chaque fois à pas grand-chose. C'était sur des détails. C'était à chaque fois des équipes qui étaient parmi vraiment les toutes meilleures d'Europe. Après, il y a eu 2000, l'Euro 2000, pareil. L'Euro 2000, la demi-finale entre la France et le Portugal. La France gagne l'Euro après Oui, le avoir gagné fameux la Coupe du penalty, Monde. Avec c'était la le main but d'Abel alors. Xavier, mais pareil, Abel une Xavier. de ces deux équipes devait remporter cet Euro de toute façon. C'était les 2 meilleures équipes de la compète. Arrive la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, pareil ici. 1-0. La France bat le Portugal 1-0. Penalty de Zizou. Voilà, mais pour moi, c'était les 2 meilleures équipes. L'Italie gagnera finalement cette Coupe du Monde pour X raisons, mais c'était les 2 meilleures équipes. Et là, il se trouve qu'à l'Euro 2016, le Portugal, pour la première fois, avait peut-être pas la meilleure équipe techniquement. Et Ronaldo qui se blesse en plus. Ronaldo qui se blesse, mais par contre, il avait peut-être la meilleure équipe qu'il fallait pour gagner une compète. L'état d'esprit qu'il faut. Comme disait Deschamps, un état d'esprit où on ne lâche rien. Et puis, c'est la finale que personne n'attend. C'est la finale à laquelle personne ne croit, sauf l'équipe du Portugal et son entraîneur. Et du coup, c'est la victoire, Stade de France. Un peu comme si on jouait à la maison et on gagne. Alors, je dis on parce que c'est vrai que je me sens... avec la double culture complètement 50-50. Mais alors quand tu arrives à match de foot, il y a 51-49. Oui, bon, t'es benfiquiste toi aussi, faut dire. Ouais, mais ça faut pas le dire pour tous mes followers de Porto. Et voilà, tous les followers de Porto, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et les sportingistes je leur dis que je supporte Porto à chaque fois que Porto fait un match d'Europe et que à chaque fois avec mes potes qui sont tous quasiment de Porto, quand il y a Porto qui joue, je mets le maillot du Portugal. Et je viens supporter Porto. Alors, tu vas pas être en tournée du côté de Toulouse d'ici 3 semaines ou 15 jours, parce que tu sais qu'il y a le retour à Toulouse. J'étais en décembre, où on a fait complet aussi, 2 dates de suite, et donc j'y retourne le 1er juin. Il y a déjà plein de places de vendues, c'est génial. Et puis c'est vrai que la semaine prochaine, il y a Benfica qui vient jouer le match retour contre Toulouse. Où il y a une communauté portugaise très importante aussi. C'est un signe, je pense que Benfica va gagner, va l'emporter de justesse. Et puis nous, on va remplir la Comédie de Toulouse. Est-ce que tu as des projets là, pour les mois qui suivent? D'abord, il y a ce spectacle finalement qui vient de commencer. Le précédent s'appelait En construction. Je ne sais pas certain qu'on ait donné le titre de celui-là. Quel est le titre exact de ce spectacle? Le titre exact de ce spectacle, c'est Portugal, voyage au centre du monde. Un aller-retour France-Portugal en voiture pour remplir le coffre de souvenirs et de rires. Le titre le plus long du monde. Mais en même temps, je savais qu'il fallait que je donne ce titre. Le producteur m'a dit, écoute, ce sera sans moi. Ce titre est beaucoup trop long, mais voilà, je voulais aussi changer entre passer du one-man show à... Mais c'est quand même un one-man show ce que tu fais. C'est un seul en scène. Seul sur scène. Voilà, c'est un seul en scène. On rit beaucoup. Mais comme tu l'as dit, on bascule aussi vers de l'émotion. C'est ce que tu as voulu faire. Je recherche pas le pleur, je recherche la larme qui arrive sur le coin de l'œil et après avec une blague, on la sèche. Alors la curiosité, c'est que tu commences à connaître vraiment une vraie popularité sur le tard et c'est quand même réjouissant pour tous les gens qui se lancent dans le spectacle. J'ai un petit gamin qui est là-dedans lui aussi. Donc on peut réussir sur le tard parce que ta réussite finalement, on est d'accord, on peut l'attribuer, on peut dire les 7-8 dernières années. T'as longtemps ramé quand même, ça a été un peu compliqué. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Est-ce que tu acceptes cette expression? Je préfère pas parce que, en fait, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde recherche de la popularité, de la célébrité. N'est-ce pas normal quand on fait ce métier? Oui et non. Si tu n'as pas la reconnaissance des autres, pourquoi le faire? Parce qu'en fait, il faut envisager ce métier avant tout comme un métier. Comme n'importe quel métier. Il faut se lever, il faut bosser, il faut répéter, il faut aller jouer le soir tous les jours de la semaine, 5 à 6 jours par semaine, 300 jours sur 365 dans l'année. On peut prendre un peu de vacances, comme tout le monde, on a le droit aussi. Mais c'est un métier qu'on fait avant tout par passion, pour en vivre. La célébrité, une fois qu'on a compris ça, moi j'ai eu la chance de faire une école, on me l'a enseigné très vite, la célébrité, c'est une cerise sur le gâteau. Avoir la chance déjà de vivre de son métier. Quand on sort d'une école de théâtre après 3 années d'études, c'est ce que j'ai fait, c'est déjà une chance incroyable. Se lever, gagner un peu plus que le SMIC pour aller raconter, comme je dis dans le spectacle, des kunariges, raconter des histoires, porter des costumes, c'est déjà une réussite incroyable. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, tout le monde attend trop, tout le monde veut trop être célèbre. Avant d'avoir fait. Voilà, vivre de son métier, vivre de sa passion. Mais moi, je remercie chaque jour le ciel et tous les gens qui m'ont soutenu et cru en moi, que ce soit de réussir déjà à vivre. Est-ce que ça a été long?
Moi, j'ai eu la chance d'en vivre dès que je suis sorti des Ouais. cours de théâtre. J'ai trouvé un agent, j'ai trouvé des spectacles, des agents qui m'ont proposé des rôles, j'ai passé des castings, j'ai décroché des pièces. J'ai vécu de mon métier et je vis de ce métier depuis 20 ans. Et pour moi, alors, ok, aujourd'hui, je deviens un peu plus célèbre. Mais en fait, dans le métier, moi, ça fait 20 ans que les gens m'engagent. Ça fait 20 ans que les professionnels me connaissent. Ça fait 20 ans que les professionnels me donnent du travail. Et donc, ça, pour Mais de moi, plus en plus. et maintenant de plus en plus. Donc c'est mieux en plus maintenant d'avoir bien entendu cette reconnaissance. Mais encore une fois, devenir célèbre, euh, c'est cool, c'est bien, c'est génial. Mais avant, vivre de son métier régulièrement, se lever, savoir qu'on va payer son loyer, payer ses vacances, ses factures avec sa passion. Mais je pense que c'est ça qu'il faut d'abord transmettre aux gens. C'est un métier comme tous les autres, il faut travailler. Et déjà, ça, réussir ça, c'est génial. Et avoir des célébrités sur le tard, bon, bah, quel que soit le moment où elles viennent, faut la prendre, faut en profiter. Savoir aussi qu'il faut être conscient que ça peut disparaître du jour au lendemain. Oh oui, Et c'est que, très encore fragile. une fois, ce qu'il faudra, c'est toujours retomber sur ses pieds et continuer à vivre de son métier. Donc, il n'y a pas de. Enfin, je suis juste content de moi de Mais ça vivre, se encore voit. une fois, Tu es un homme de ce épanoui. qui Alors m'arrive. pour terminer, tu sais, on va présenter quelqu'un qui te fait venir chaque fois que tu viens ici. Édouard Cambus qui est là, qui va se présenter rapidement. Je vais lui laisser le micro. Tu vas venir à mes côtés. Voilà, tu vas juste te pencher. Alors présente-toi rapidement, Édouard, parce que si José Cruz est là, s'il était là, c'était au mois de juin dernier, c'est largement grâce à toi. Que fais-tu exactement, Édouard? Eh bien, je m'occupe de la programmation de la salle de spectacle au domaine de Rabat. Voilà. Et pas que. Pas que, on s'occupe de la programmation, la communication, la diffusion de spectacles aussi. Et voilà, et José Cruz, ça fait maintenant quelques années qu'on se connaît. Et j'ai la chance. En fait, quand j'ai démarré, un des tout premiers théâtres où j'ai joué, et Edouard travaillait dans ce théâtre. C'était le théâtre Darius Milhaud. Tout Et à c'était avec fait. mon tout premier one-man show. Oh là, c'était il y a. Il y a longtemps. Il y a quelques années. Est-ce qu'il est facile de travailler avec José? Je crois que oui. Ah, c'est vraiment un bonheur. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on se revoit chaque année et qu'on voit l'évolution. Et c'est ça qui fait plaisir. Et j'ai la chance voilà, de l'avoir rencontré il y a quelques années, d'avoir cette salle au domaine de Rabat pour faire passer tous ces artistes, les accueillir et de voir leur évolution aussi. Comme on disait, ça fait plaisir, 3 complets, guichets fermés, et de voir que l'année prochaine, ça y est, c'est une plus grande salle. Et comme ceux qui sont passés au domaine de Rabat, je souhaite à José comme à les carrières comme Arnaud Demanche ou Naïm, et pourquoi pas dans quelques années au féminin. Ben oui. Ben pourquoi pas, bientôt, on y sera sans doute, enfin on y sera certainement pour voir, on l'a dit, Ahmed Silla très prochainement. Écoute, José, c'était un vrai bonheur, un vrai plaisir. On aurait presque pu dire de toi, José Cruz, le Portugal authentique, ou le spectacle authentique, tu vois, encore un autre. Je vais réfléchir au titre que nous allons donner à cet entretien. Il y a celui que je t'ai soumis, il y a peut-être celui-là auquel je viens de penser finalement. Je crois que le terme d'authentique, c'est peut-être ce qui te caractérise le plus, je crois. Je vois comment tu es en dehors de la scène, tu es en réalité sur la scène comme tu es en dehors. T'es pas différent. Bah, c'est ce que j'essaie justement. Tu Ouais. parlais par rapport à ça de célébrité. Voilà. Avoir de la célébrité, ça va juste aider à remplir les salles. C'est cool, on va Ouais. rencontrer plus de monde plus rapidement. Mais encore une fois, je pense qu'il faut envisager ce métier comme n'importe quel métier avec beaucoup de travail, beaucoup de sérieux. C'est ce que l'école Claude Mathieu nous a transmis. Elles nous ont dit, les professeurs, pendant 3 ans, on n'est pas là pour faire de vous des stars, on est là pour vous apprendre le métier. Et après, la vie fera. Fera C'est le vous reste. qui déciderez. Et du coup, voilà, ce qu'ils nous ont dit aussi surtout, c'est de rester simple parce que ça peut aller très vite dans les deux sens. Eh oui. Et que l'objectif de ce métier, c'est pas, on reparle encore de ça, c'est pas un 100 mètres. Ce métier, c'est pas un 100 mètres. Ce métier, c'est un marathon. Il faut tenir 20 ans, 25, 30 ans. Moi, par exemple, je rêve de faire une carrière où, ouais, quand j'aurai 60, 65 ans, je serai comme François Berléand, d'autres personnes. Quand tu reménages, quoi, Voilà, qui aujourd'hui. continueront à jouer, qui feront peut-être des personnages dans des dessins animés, les voix off, Ouais. voilà, mais qui continuera à travailler, qui se dira, j'ai 70 ans, mais j'ai pas envie d'arrêter. Je suis juste heureux de continuer à faire ça. Et voilà, moi j'ai toujours eu cette mentalité d'envisager ça. Voilà, pense pas à court terme, pense long terme. Il vaut mieux avancer petit à petit, toujours cette histoire de la petite échelle qu'on grimpe étape par étape, plutôt que des grands bonds qui sont géniaux quand ça arrive. Mais encore une fois, à la fin, il vaut mieux finir un marathon de 3 heures et tout le monde applaudit, même les derniers des marathons. J'étais voir un marathon il n'y a pas longtemps, mais les gens restent jusqu'au bout pour applaudir même le dernier, alors que le 100 mètres, on applaudit le premier. Et les autres, Voilà. on On n'applaudit a pas. terminé sur le sport, mon cher José. Édouard et José, on va vous souhaiter le meilleur pour les 2 représentations qui auront lieu
Samedi donc 17 et dimanche 18, le 12 avril 2025 avec notre ami Xavier Vuitton au Théâtre Trianon. Tu as beaucoup de chance, c'est un lieu Et cœur de absolument scène. prestigieux. Et puis bien évidemment, bonne continuité de ta tournée. La prochaine date, je crois qu'elle est... Il y a tout plein de dates qui arrivent, dont Oui. deux qui me tiennent tout particulièrement à cœur, puisque je vais avoir le plaisir d'emmener le spectacle au Portugal. Et bien sûr, les 2 et 3 avril. 3 avril, Oui, à oui, Lisbonne et à Porto. Oui. Et on est parti pour faire Pour les- pareil de très belle affluence. Et Voilà. voilà, c'est un spectacle qui en plus maintenant part en tournée et part aussi en tournée à l'international, donc c'est génial. On est très content de t'avoir reçu. Sur Aki Télé, on vous l'a dit au début de cette émission, eh bien, plein d'artistes, plein de gens célèbres qui seront sur notre antenne. C'est la télé d'ici, Aki Télé, mais c'est aussi la télé des stars de plus en plus. Et on remercie l'ami Jean-Claude Marmier qui est à la réalisation et toute l'équipe commerciale qui est autour de nous. Nous étions au domaine de Rabat, dans ce lieu absolument prestigieux. Vous allez pouvoir retrouver José pour 2 représentations. Salut les amis et à très bientôt.